Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des entretiens Pela Pelaka. Ici, nous prenons le parti de prendre le temps d'aller à la rencontre de celles et ceux qui, chacun à leur manière, contribuent à l'éducation aux médias et l'information. Mon invitée aujourd'hui est journaliste et productrice multimédia, cofondatrice, co-créatrice d'Historias Media, un média indépendant basé à Lyon. Elle a passé 15 ans à couvrir l'Europe et l'Amérique latine pour Euronews, pour l'agence EFE, mais aussi pour The World Weekly. Elle est la créatrice de Cry Like a Boy, une série audio sur la masculinité récompensée par le prix One IFRA du meilleur projet audio digital européen. Avec Historias Media, elle porte des projets de journalisme, mais aussi d'éducation aux médias au service des communautés sous-représentées. Elle revient d'ailleurs de Côte d'Ivoire, où la structure accompagne le projet Kouman, soutenu par l'Union européenne. Marta Rodriguez Martinez, bonjour. Bonjour, Ravi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on l'a expliqué, hein, vous revenez de Côte d'Ivoire. Peut-être avant d'aller plus loin, nous parler de ce projet. On vient de clôturer le projet commun et c'était un projet de 18 mois avec un consortium très intéressant parce qu'il y avait Brut Afrique, il y avait les CFI, il y avait des partenaires locaux comme Polaris qui font de l'éducation aux médias. Tâches d'encre qui font les dessins avec une ton humoristique. Et on a travaillé pendant 18 mois pour créer des contenus pour l'objectif central, c'était apaiser le discours de la haine vers les élections de 2025. Mais après, on a continué, donc on a créé une bonne infrastructure pour combattre le discours de la haine. Pourquoi la Côte d'Ivoire, sachant qu'on rappelle, vous êtes basé, vous, à Lyon? On est basé à Lyon avec Historias Media. Mais Historias Media, c'est un laboratoire de journalisme créatif. Et notre vocation, c'est vraiment global. Vous pouvez déjà écouter, moi j'ai un petit grand accent espagnol. L'autre cofondatrice, elle est russe arménienne. On a toujours travaillé à l'international. Et notre vocation, c'est d'accompagner des projets très innovants dès le moment de la création jusqu'à la consolidation. Et c'est ça qu'on a fait au Côte d'Ivoire avec les On parlait les gens, les podcasts. C'est un podcast qu'on a accompagné avec une équipe locale qu'on l'a identifié depuis le début. C'était la première mission toujours, identifier une bonne équipe locale. Et nous, on avait déjà travaillé en Afrique, mais toujours avec la même logique. On trouve toujours une équipe locale pour co-créer les projets avec eux. Et avec eux, on a construit les podcasts jusqu'au maintenant. Donc, on a réussi à avoir une audience on a plus de 100 000 abonnés à travers les différentes plateformes. Donc, l'objectif maintenant, c'est de consolider le modèle économique. On l'a expliqué, hein, au début de l'introduction, vous êtes une journaliste qui avait beaucoup travaillé à l'international. Comment on passe de ce journalisme justement autour du monde à créer Historias Media? Ça passe pour une crise vocationnelle pour le journalisme dans le sens que, avec Naira, qui est cofondatrice d'Historias Media, on était au milieu de la pandémie, fermés à la maison et en faisant des articles pour Euronews, parce qu'on travaillait pour Euronews, et on se disait, on n'avait pas de connexion avec l'audience et on continuait à créer contenu. Donc, on se disait que pourquoi on fait ça? Est-ce on fait partie de la solution ou des problèmes? Est-ce qu'on est vraiment en train de connecter avec des audiences qui sont derrière ou pas? Moi aussi, oui, la pandémie, il y a aussi la question de... Moi, j'ai des nièces qui sont adolescents. Bon, maintenant, ils sont jeunes adultes. Et une de mes nièces, une fois, m'a posé la question quand il était en train de se décider quoi étudier à l'université. Elle m'avait posé la question de pourquoi j'avais décidé d'étudier journalisme si elle m'a dit le journalisme ne sert à rien. Et j'étais comme, j'étais un peu choquée. Donc, toutes ces réflexions ensemble m'ont apporté dans la décision de vouloir faire des choses différemment. Et dans ce moment aussi, Naïra et moi, on a commencé à créer notre propre projet à l'intérieur de Euronews, qui nous a donné beaucoup d'espace en réalité pour les faits. Donc, même si c'est un média traditionnel, je dois dire qu'il nous a donné beaucoup d'espace pour développer des projets innovants. Et on a créé des premiers podcasts à Euronews.
Et on a vu qu'on pourrait faire des choses différemment. Est-ce que aujourd'hui, vous considérez que via Historias Media, vous prenez ce qu'on appelle un journalisme de solution? Oui, au moins c'est notre but. Et en fait, quand on était à Euronews, Naïda et moi, on a fait partie des Solutions, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'était l'accélérateur pour le journalisme de solutions, les premières que les European Journalist Center a organisé en Europe. Donc, depuis ce moment-là, on a commencé à avoir cette optique de le journalisme des solutions et que c'est aussi une solution pour nous, pour notre crise vocationnelle, quand on se disait pendant la pandémie, est-ce qu'on fait partie de la problématique ou de la solution? Et le problème avec le journalisme, c'est que on parle toujours des problèmes, non? C'est ça, comme on dit, et si c'est good news, c'est pas news, non? Et les bonnes nouvelles ne font pas de nouvelles. Mais ça, c'est très triste en fait, parce que les gens, ils sont saturés avec des mauvaises nouvelles. Et cette saturation ne porte pas de solution parce qu'il nous porte à rester frustrés avec la réalité. Et donc, oui, on a appris beaucoup pendant ce programme dont on a fait partie. En fait, on a fait un podcast pendant le programme qui s'appelle The Star Ingredient, la surprise des chefs qui cherchait des solutions pour le réchauffement climatique dans des ingrédients indigènes dans des pays africains. Et c'est ça qu'on a commencé toujours à incorporer les journalistes de solutions dans notre format. Est-ce qu'on peut dire du coup que vous faites de l'éducation aux médias à l'information de solution? On le fait toujours dans tous nos projets. Donc, oui, on part de problèmes pour vous montrer la solution. Pour nous, c'est toujours être à l'écoute et co-créer et trouver tous ensemble des solutions. Et on voulait vraiment innover et être à l'écoute des audiences. Donc, avec tout ça en tête, et on a commencé les projets avec la très bonne opportunité de faire partie de Kouman et de cette consortium au Côte d'Ivoire. Sur Kouman, qui est donc né dans un contexte très précis, hein, comme vous l'avez expliqué, une période électorale en Côte d'Ivoire avec ce risque de violence lié à la désinformation. Comment ce projet est devenu un outil de cohésion sociale? Et j'ai envie de demander, est-ce que ça a marché pour des personnes que vous avez essayé d'atteindre? Pour nous, parce que comme je disais, il y a différents partenaires. Dans chacun, on avait une mission. Et il avait mission formation. Il avait mission radio de proximité. Il y avait une fiction, podcast fiction, radio-fiction qui a été développée par Tâche d'encre. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'initiatives différentes dans différentes plateformes pour être sûr que tout le monde était dans la conversation. Donc, pour nous, notre émission était très concrète et c'était de créer un espace bienveillant pour parler de l'impact des cyberharcèlements. Et pour ça, notre façon d'engager avec les audiences, parce que nous, les cibles, c'était les audiences les plus jeunes, et on avait une double stratégie. La première, l'animateur, la choix de l'animateur, qui est un humoriste magnifique, ivoirien, qui s'appelle Clint Alex, et qu'il est un très bon humoriste de stand-up, mais aussi il fait très bien les interviews, que ça, c'est pas une chose que c'est pas évident, parce qu'il n'est pas journaliste, mais il fait des interviews très bien aussi, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'écoute. Donc ça, c'est la première stratégie pour connecter avec l'audience. Et de ça, on a eu une très bonne réponse des audiences qui nous disent que quand ils regardent les ont parlé des gens, ils se sentent représentés pour Clentélex. Et il y avait des gens qui nous ont dit, c'est comme si c'était moi qui fais l'interview. Donc ça, c'est déjà très bien. La deuxième stratégie, c'est avoir des célébrités. Donc, beaucoup de gens connus pour un public jeune ont passé par les studios de Les Hommes Parler les gens. Et on a eu des célébrités, des influenceurs. On a eu beaucoup, beaucoup de musiciens, surtout des rappeurs. On a eu acteurs, actrices, oui, chanteurs. Vraiment, beaucoup de gens connus, créateurs de contenu. Et aussi quelques experts. Par exemple, dans le dernier épisode, on a un psychologue qui parlait aussi de la santé mentale. La santé mentale, c'était aussi un fil conducteur, surtout le podcast, parce que les cyberharcèlements,
et ramène beaucoup de problèmes de santé mentale. Et donc, avec tout ça, on a créé un espace très ouvert de conversation. Donc, le but, c'était pour les jeunes de comprendre les vrais impacts de les cyberharcèlements, des commentaires de l'haine, des discours de l'haine, mais pas dans une façon de on va voir ça pour d'apprendre quelque chose comme si c'était l'école, mais vraiment les engager dans les conversations. Et comme on a vu dans les derniers rapports de Oxford et Digital News Report, plus de 50 de la population jeune dans tout le monde, et pour s'informer, c'est ce qu'ils suivent, c'est des influenceurs, des contenus, des créateurs de contenu. Donc, on sait que si on met sur la scène des personnes qu'ils suivent et ils les écoutent parler des vraies problématiques, et les vrais impacts, c'est une bonne façon de plus tard avoir des changements de comportement. Vous avez aussi récemment mis en scène au théâtre une pièce, un spectacle à destination des personnes âgées, toujours en lien donc avec cette façon de faire de l'information, de l'éducation aux médias et à l'information. Du coup, qu'est-ce que ça dit de cette façon de faire de l'émi? Pour nous, on était à la recherche de cette audience sous-représentée. Et il y a aussi très personnel parce que Naira et moi, nos pères, ils ont commencé à être présents sur TikTok, Facebook, et on voyait qu'ils regardaient beaucoup de fake news. Et on était très choqués parce qu'on se disait, nous, bon, on est journalistes, donc, et on n'est pas capable de convaincre nos pères que ça, c'est des fake news. C'est quoi un fake news et pourquoi ils sont vulnérables aux fake news? Parce qu'il n'y avait pas une écoute de leur partie. Et ça, c'est parce que, OK, on est leur fille, donc il y a aussi déjà la partie égo, non? C'est-à-dire, mes filles vont m'apprendre quelque chose, mais parce qu'on ne savait pas comment vraiment connecter avec eux pour les expliquer le fait que c'était très dangereux pour eux et de continuer à s'informer avec des fake news. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une solution? Et première chose, on a trouvé qu'une audience de plus de 60 ans, c'est vraiment sous-représenté. Et maintenant, je sais que les gens ils vont penser, mais bon, ils sont partout dans le pouvoir maintenant. Si on pense à Trump, par exemple, oui, c'est au-delà les 60 ans. Oui, dans le pouvoir, mais dans les représentations aux médias, on voit pas beaucoup de gens âgés dans les médias. Et surtout, quand on parle des personnes âgées, on ne parle pas de la vision positive comme ils sont sages, ils ont vécu beaucoup de choses, ils ont de l'expérience, ils peuvent nous apprendre des choses à nous aussi. Et on voulait représenter les choses positives d'être une personne âgée. Et en même temps, avec cette représentation, on voulait leur parler de l'importance de l'éducation aux médias. Et, et l'optique, c'était aussi innovant dans le sens de c'est pas nous qui on va vous apprendre quelque chose sur l'éducation aux médias, mais on va faire une émission dont vous serez le centre de l'émission et vous allez parler au même niveau de l'éducation aux médias. Et après, vous serez capable de, avec, vous allez avoir des outils et vous serez capable d'apprendre votre petit enfant à l'éducation aux médias. Donc, pour construire cette émission, et parce qu'on n'est pas senior, donc on voulait donner une vraie perspective senior, on a fait des différentes recherches d'audience, mais aussi on a fait une idioton. Donc, une idioton, c'est comme une sorte de réunion, mais tout le monde a décidé de partage avec, c'était intergénérationnel, mais il y avait beaucoup de seniors. Et là, on a beaucoup écouté ce qu'ils voulaient, ils voulaient une émission faite sur mesure pour eux. Donc, on a inclus un duel intergénérationnel, un débat intergénérationnel. On a inclus une perspective de, OK, ça pourrait être amusant pour un senior, mais aussi pour une personne jeune. Et avec toutes ces idées, on a créé une émission, mais c'est un talk show théâtral, parce que les pilotes, on les fait dans un théâtre à Lyon. Qu'est-ce qu'ils disent, ces seniors? Qu'est-ce qu'ils ont aimé? Qu'est-ce qu'ils ont moins aimé?
ils ne savaient pas à quoi s'attendre et ça, c'était une chose très intéressante parce qu'on avait, bon, on avait vraiment expliqué un peu les formats, mais ce n'est pas une chose qu'ils peuvent trouver dans la télé aujourd'hui, ça n'existait pas. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu l'animateur et il est un acteur de théâtre. Donc, il faisait un peu les rôles comme si c'était, on a fait une scène comme si c'était un bar, donc les gens étaient dans les bars. On avait un expert en IA qui les a vraiment expliqué, nous a vraiment expliqué, moi aussi, j'ai beaucoup appris des différents outils sur les deepfakes, l'IA, de reconnaître des fake news faits avec l'intelligence artificielle, comment écrire un bon prompt. Donc, il nous a expliqué beaucoup de choses. Et tout ça dans un endroit d'un bar, dont il jouait un peu le rôle. C'était vraiment intéressant. Donc, les retours, par exemple, ce qu'on va faire dans des prochaines émissions, parce que notre thématique, c'était sur l'IA, mais on a trouvé que l'IA, c'est quand même une thématique très ample, parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui sont liées à l'IA. Donc, on s'est dit, par exemple, dans les prochains, on va faire que peut-être les rencontres amoureuses et l'IA, c'est ça. Ou que les deepfakes, c'est ça. Et après, on a fait aussi, on les a donné des options de thématiques. Donc, les thématiques arnaque digitale les intéressent beaucoup. Et ils voulaient que les sous-titres soient encore plus clairs parce que vraiment, pour eux, c'est très intéressant de sortir avec des très clairs outils qu'ils peuvent partager. Donc, ça, c'est une chose qu'on va incorporer aussi. Oui, ça, c'est le plus important. Donc, notre prochaine émission vont être beaucoup plus ciblées sur la thématique et avec des sous-titres très, très clairs qu'ils peuvent vraiment les utiliser dès la sortie. On est passé par le stand-up pour, mettre en lumière des problématiques comme le cyberharcèlement. On est passé Oui. aussi par le théâtre pour essayer de toucher les seniors. Quels autres types de projets, d'outils vous pensez mettre en place pour essayer de toucher d'autres publics? On a un troisième format qu'on a déjà mis en place et c'était les hackathons. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les formats hackathon, mais c'est un format qui est né pour des gens qui travaillaient dans la technologie, surtout des programmeurs, qui pendant 3 jours, ils travaillaient très, très ensemble et à fond dans une compétition parmi des équipes pour trouver des solutions très vite. Et donc, on a incorporé ce format, mais on a changé le format pour être pour répondre à nos problématiques et à nos objectifs. Et on l'appelle les Hack and Train parce que cet hackathon qu'on organise, il y a une partie hack, donc vraiment travailler à fond pendant 3 jours et dans l'équipe avec une logique de compétition. Mais il y a les trains. Chaque journée, il y a des différentes formations des experts puisque les participants afin que les participants à la fin des formations des hackathons, c'est pas que la compétition qui reste, mais toutes les choses qu'ils ont réussi à apprendre pendant les 3 jours. Donc, cette première hackathon, on l'a fait à Astana, capitale de Kazakhstan, le mois de novembre. Et les problèmes qu'on a présentés aux participants, c'était sur l'accès et comment aider à l'accès à l'information des familles avec des ressources plus limitées. Et après, pour comment, et c'est ça que la raison qu'on était aussi à Abidjan les dernières semaines en Côte d'Ivoire, on a fait un hackathon pour finaliser les projets communs. Et ici, les défis qu'on a mis à les participants, c'est de trouver un outil technique qui pourrait faire les points digital entre les jeunes générations qui connaissent très bien, maîtrisent l'outil, et les sages, donc les plus âgés,
qu'ils ont l'expérience. En parlant de hackathon, il y a, l'hackathon de la jeunesse, hein, de l'UNESCO qui Tout est à fait. bientôt lancé, hein, puisque l'appel à candidature, est en cours et justement sur, cette question de l'UNESCO, vous avez contribué, il y a eu, il y a pas très longtemps, il y a la sortie, hein, du guide pour, la parentalité numérique, qui est sorti et vous avez, été, parmi les contributeurs et contributrices. Comment ça s'est passé? Effectivement, on a fait beaucoup d'interviews avec nos partenaires des projets communs et nos équipes de Laissons parler les gens. Nous, on a trouvé que les conversations avec dans la famille, soit nous, Naïda et moi, on parlait de nos parents, mais avec nos enfants aussi. Naïda et moi, on a des enfants très petits encore pour avoir des conversations sur ces sujets, mais on va arriver là très tôt. Et on sait que ça, c'est un vrai défi. Donc, on avait fait la réflexion sur l'humour, parce que c'est ça qu'on était en train de faire avec les On parle les gens. Et on s'est dit, mais l'humour, c'est vraiment un élément de conversation et tellement puissant parce que c'est une façon de commencer, c'est une entrée dans une conversation difficile. Et ça peut donner beaucoup de ressources aux parents qui, dans ces moments-là, on est tous très perdus. Et les parents et les enfants dans cette nouvelle endroit, cette nouvelle réalité digitale. Donc, pourquoi pas commencer avec l'humour? Pourquoi pas commencer en regardant, par exemple, si l'enfant c'est déjà adolescent, pourquoi pas regarder ensemble un épisode de Laissons parler les gens et après parler de l'épisode. C'est une façon de briser la glace. C'est une façon de rebasser aussi, de faire passer les défenses. Donc oui, on a parlé avec nos équipes, on a parlé avec des spécialistes aussi sur le sujet et on donne des outils, des indications de ce qu'on a appris de notre expérience avec les On les gens. Et au Côte d'Ivoire, que c'est vrai, c'est comme une situation très basée sur les terrains de Côte d'Ivoire, mais en fait, c'est très exportable et c'est facilement utilisable. Et comme je disais, moi, j'ai des enfants et j'ai appris beaucoup de choses et que je sais que je pourrais utiliser pour avoir des conversations avec mes enfants quand ils seront plus grands sur le digital et les risques de digital et les discours de la haine, les commentaires de la haine sur les réseaux. Je sais que je vais utiliser beaucoup cette stratégie, cette méthodologie de l'humour et de regarder ensemble des choses comme les ont parlé les gens ou des autres choses conçues pour avoir une réflexion après. Et on avait testé aussi, on fait des clubs d'écoute avec la diaspora à Lyon et on l'a fait aussi à Bruxelles. On a regardé ensemble des épisodes de Les On parle les gens et après des gens de la diaspora, surtout de Côte d'Ivoire, mais beaucoup d'Afrique de l'Ouest, parler sur des sujets importants liés à l'épisode. Donc, c'est une chose qui vraiment marchait très, très bien. Comment se présentent les prochains mois pour, Historias Media? C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez? On travaille sur la prochaine saison de Les On parle les gens. Et pour les On parle les sages, on veut continuer aussi avec les émissions. Donc, on travaille sur une possible adaptation à la télé, mais aussi pour faire une nouvelle rendez-vous au théâtre. Et on aimerait bien faire aussi un club d'écoute de Les On parler les sages pour avoir des conversations avec des personnes, notre public senior. Pour la partie technologie, on est en train de développer des différents outils technologiques pour mesurer l'impact. Mesurer l'impact, c'est très important pour nous parce que c'est vrai qu'avec les médias traditionnels, on reste sur les métriques, vanity metrics, les vues et le nombre de partages. Et c'est vrai que ça, c'est pas suffisant et c'est pas raconte toute l'histoire sur le vrai impact des contenus médias. Donc, on est en train de développer des outils pour mesurer l'impact. Pour nous, Historias, c'est Historias Metron, pour comprendre la relation parmi les coûts de production et les impacts. Et Nelly, que c'est un outil pour aller à l'écoute des audiences et pour comprendre l'utilité de nos contenus. Laissons parler les gens, laissons parler, les sages au théâtre, on suivra ça. Merci beaucoup, Martha Rodriguez Martinez, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, Avi.
Et nous, on se retrouve très bientôt avec un nouveau numéro des Entretiens Pela Pelaka. D'ici là, que la force de l'esprit critique soit avec vous.